L'année 2024 arrive à sa fin et on pourra le dire, c'est une année qui a été riche en événements géopolitiques. Du haut de mes 30 ans, je pense que j'ai rarement vu une année aussi importante pour les relations internationales, pour la géopolitique et tout simplement pour l'avenir du monde. Et dans cette vidéo, j'ai envie de revenir de manière subjective sur les 4 événements qui, selon moi, ont vraiment marqué le monde, marqué la géopolitique et les relations internationales. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis journaliste basé en Ukraine et je travaille pour différents médias anglophones et francophones, mais aussi je fais des vidéos sur YouTube où je parle de géopolitique. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, mettre des likes, mettre des commentaires, me poser des questions et moi je prendrai un plaisir à y répondre. Alors, le premier événement géopolitique qui, selon moi, a marqué l'année 2024 et va très certainement marquer l'année 2025 et probablement la décennie, c'est le retour de Donald Trump à la présidence. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gaillard, on peut lui reconnaître une forme de résilience politique quand même hors du commun et aussi une forme de comeback assez extraordinaire dans la politique américaine. Et c'est un Donald Trump plus fort que jamais qu'on voit arriver sur la scène internationale. Et surtout, il faut prendre en compte que le Donald Trump de 2024 ne sera pas le Donald Trump de 2016 parce qu'en 2024, Trump arrive avec d'un côté l'expérience du pouvoir, vu qu'il a été président pendant 4 ans, mais aussi avec des équipes qu'il a constituées depuis son échec face à Joe Biden en 2020, et aussi, bien sûr, avec des personnalités fortes comme le milliardaire Elon Musk, qui va être, je pense, la personne vraiment à scruter lors de l'année 2025. Et surtout, je pense que ce qui va être très intéressant à observer pour l'année 2025, c'est la relation entre Donald Trump et Elon Musk, parce que pour l'instant, on a vraiment une forme de bromance entre les deux hommes, mais il est important de prendre en compte que Elon Musk a beaucoup d'intérêts économiques et financiers à travers le monde, et Donald Trump a lui des intérêts beaucoup plus politiques, et du coup, il sera intéressant de voir si oui ou non nous allons faire face à des conflits d'intérêts entre Donald Trump et Elon Musk, qui pourraient mettre fin à leur relation privilégiée en politique. Et c'est notamment la question autour des frais de douane que Donald Trump veut mettre sur la Chine de Xi Jinping et le fait que Elon Musk a beaucoup d'intérêts économiques en Chine et notamment une grosse usine Tesla à côté de Shanghai. Et du coup, la Chine pourrait très bien dans une forme de guerre commerciale, s'attaquer aux intérêts de Elon Musk en Chine, ce qui pourrait poser beaucoup de problèmes dans la relation entre les deux hommes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour de Donald Trump va marquer un tournant assez important pour les relations internationales. Donald Trump n'est pas un isolationniste, mais a dit à de maintes reprises vouloir se sortir des affaires du monde. Mais encore, il faut voir s'il le fera, parce que le fait que l'Amérique soit dans les affaires du monde participe à son hégémonie sur le monde. Et étant donné que Donald Trump est partisan du Make America Great Again, il sera très intéressant de voir si oui ou non l'Amérique, qui profite justement de son impérialisme et de son hégémonie sur le monde, va se retirer, oui ou non. Le deuxième événement géopolitique pour moi qui est vraiment sans précédent, c'est l'incursion, l'offensive menée par les forces ukrainiennes dans la poche de Koursk lors de cet été 2024, parce que de nombreux analystes ont parlé du fait qu'en 2024, l'Ukraine s'effondrerait face à la Russie. Force est de constater sur le terrain que ce n'est toujours pas le cas. La Russie a toujours du mal à avancer dans le Donbass. Et surtout, ce qui se passe, c'est que la Russie n'a accompli aucun de ses objectifs qu'elle s'était mis pour son opération spéciale. Le premier étant tout d'abord la conquête du Donbass. On est encore très loin d'une conquête du Donbass par la Russie. Le deuxième objectif était chasser Zelensky du pouvoir, ou du moins chasser toute personne politique pro-ukrainienne du pouvoir et mettre à la place une forme de personne fantoche comme un Loukachenko ou un Yanukovych. Et force est de constater encore une fois que l'Ukraine n'a jamais été aussi pro-ukrainienne et je pense que ça va être très compliqué pour la Russie de mettre en place un dictateur fantoche pro-russe. Et le troisième objectif de Poutine dans cette opération spéciale, comme il aime l'appeler, c'était de détruire l'OTAN, ou du moins affaiblir l'OTAN. Et l'OTAN, avant 2022, était vraiment, comme disait Macron, en mort cérébrale. Et d'ailleurs, j'en étais assez partisan. Je trouvais que l'OTAN ne servait plus vraiment à grand-chose. Et moi, en tant que souverainiste, j'étais pour que la France se retire de l'OTAN. Mais force est de constater, encore une fois, que l'OTAN n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, avec des pays comme la Suède qui l'ont rejoint, et surtout les budgets des pays membres de l'OTAN qui ont augmenté, notamment pour se protéger face à une invasion potentielle de la Russie dans les années à venir. Et dans ce contexte particulier, l'Ukraine, qui est quand même affaiblie d'un point de vue militaire, a réussi à faire une incursion assez phénoménale, même les propagandistes du Kremlin l'avouent, dans la poche de Koursk,
Alors, les propagandistes du Kremlin, justement, ont dit que ça allait durer 1 mois, 6 semaines, 2 mois maximum. Force est de constater que toujours aujourd'hui, l'Ukraine est dans la poche de Koursk et arrive, même en reculant, à faire face à l'armée russe. L'armée russe a dû envoyer des militaires nord-coréens pour essayer de déloger les soldats ukrainiens. On estime plus ou moins 20 000 soldats ukrainiens dans la poche de Koursk, toujours sans résultat. Alors pour l'instant, il est difficile de savoir quels sont vraiment les impacts de cette offensive sur la guerre en général. Je pense qu'on le saura dans peut-être plusieurs années, plusieurs mois, parce que il y a beaucoup de critiques en interne en Ukraine en disant que ces hommes auraient pu être utilisés pour défendre le Donbass, mais en même temps, d'autres personnes disent que les 50 000 hommes qui sont utilisés par la Russie pour déloger les 20 000 hommes ukrainiens du territoire russe auraient pu être utilisés aussi dans le Donbass. Donc pour l'instant, il est difficile de dire si oui ou non ça a eu un impact. On le verra aussi lors des négociations, parce qu'il ne faut pas oublier que la poche de Kursk est aussi un levier de négociation lors de potentielles négociations avec les Russes si Donald Trump arrive à mettre les Russes et les Ukrainiens à la table des négociations. Donc pour l'instant, il est difficile de dire si oui ou non ça va avoir un effet stratégique important, mais il n'empêche que rien que d'un point de vue symbolique et d'un point de vue géopolitique, c'est quand même la première fois depuis 1945 qu'une armée étrangère ait réussi une opération militaire sur le sol russe et est toujours actuellement en possession d'une partie du territoire de la Fédération de Russie, même s'il ne faut pas oublier que la Fédération de Russie est quand même un territoire immense. Le troisième événement géopolitique, selon moi, qui a vraiment marqué l'année 2024, est aussi la guerre que Israël a menée contre le Hezbollah et la guerre qu'elle a gagnée contre le Hezbollah, ce qui m'amène au quatrième événement géopolitique, qui est simplement la chute de Bachar el-Assad, qui est une conséquence directe de l'affaiblissement du Hezbollah, milice proxy de l'Iran qui permettait à Bachar el-Assad de se maintenir au pouvoir face aux rebelles d'HTS. Et aussi, Bachar est tombé parce que la Russie, qui était aussi l'un des soutiens de Bachar en Syrie, n'avait plus suffisamment de force ou d'aviation que pour pouvoir faire face aux rebelles d'HTS, étant donné que la Russie de Vladimir Poutine est beaucoup trop occupée dans sa guerre en Ukraine et n'a pas non plus un potentiel militaire éternel et infini et ne pouvait pas envoyer des hommes en Syrie pour faire face à HTS, ni envoyer son aviation, étant donné que son aviation est beaucoup trop occupée en Ukraine. Et du coup, ces deux événements, donc la guerre d'Israël contre le Hezbollah et la chute de Bachar el-Assad, qui sont un peu des événements qui sont conjoints, on aurait pu même parler seulement de troisième événement, euh, sont des événements qui vont complètement remodeler la politique et la géopolitique du Moyen-Orient, et avec deux acteurs qui en ressortent vraiment très renforcés. D'un côté, Israël qui a réussi à détruire le Hamas. Alors ça s'est fait au prix de milliers de morts civiles et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais il n'empêche qu'aujourd'hui le Hamas est partiellement détruit et complètement affaibli. Deuxièmement, le Hezbollah est pratiquement inexistant. Troisièmement, l'Iran, qui était le soutien aussi bien du Hamas et du Hezbollah, en perdant le Hezbollah principalement, est complètement affaibli aussi. L'Iran, en perdant Bachar el-Assad, est complètement affaibli aussi. Donc pour Israël, c'est vraiment du win-win, étant donné qu'elle a réussi à se débarrasser du Hamas, du Hezbollah, de Bachar el-Assad et affaiblir son ennemi héréditaire, l'Iran. Et qui plus est, avec un Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche, parce que bien sûr, les Américains sont pro-israéliens, mais Donald Trump est vraiment le président par excellence pro-israélien. Et le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël est un ancien pasteur évangélique baptiste qui ne croit pas dans l'identité palestinienne. Il a dit à de nombreuses reprises que la Palestine et les Palestiniens n'existaient pas et qui est un ferveur défenseur des colonies israéliennes en Cisjordanie. Donc pour Israël, c'est vraiment une année relativement formidable, étant donné qu'elle en ressort vraiment, vraiment renforcée. Et Netanyahou peut même espérer potentiellement se faire réélire, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est encore à voir, parce qu'il a quand même pas mal d'affaires de corruption aux fesses. Et le deuxième acteur qui ressort complètement renforcé de l'effondrement aussi bien du Hezbollah que de Bachar el-Assad, c'est aussi bien sûr la Turquie de Erdogan, qui va pouvoir étendre sa buffer zone autour du Kurdistan, parce qu'il y a une volonté des Turcs depuis une trentaine d'années d'éviter au maximum une pénétration entre différents groupes kurdes, aussi bien en Syrie qu'en Turquie. En Turquie, il y a le PKK, qui est une organisation terroriste selon la Turquie, qui est un groupe indépendantiste kurde d'inspiration marxiste. Et la Turquie veut éviter que le PKK pénètre la Syrie et soit trop en contact avec le YPG, qui est un parti d'indépendance et une milice d'indépendance pour
le Kurdistan et pour le Rojava. Et en gros, une peur qu'il y ait des pénétrations vice-versa entre les deux entités. Et du coup, la chute de Bachar el-Assad permet à la Turquie d'Erdogan d'envoyer ses proxys, donc à savoir l'armée nationale syrienne et l'armée de libération syrienne, dans le Kurdistan pour combattre les Kurdes et potentiellement cette année éradiquer toute forme de velléité d'indépendance kurde dans la région. Donc tous ces événements participent à un remodelage assez important du monde et des relations internationales. Ce sont, selon moi, d'un point de vue très subjectif, les événements qui ont vraiment marqué l'année 2024, qui vont vraiment marquer l'année 2025 et les décennies à venir. Mais encore une fois, je ne suis pas forcément un expert de la Chine, de l'Afrique ou de l'Amérique latine, donc il y a certainement des événements qui ont eu lieu lors de cette année dans ces régions-là que je maîtrise beaucoup moins et qui vont marquer aussi bien sûr le monde. Mais c'est une vision très subjective que j'ai moi personnellement de par mon travail des relations internationales. Donc si vous avez d'autres événements géopolitiques qui ont vraiment marqué le monde en 2024, je vous invite vraiment à les écrire en commentaire. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une très belle année 2025 et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.